Alors on a déjà fait une vidéo sur l'affaire Mazan, l'affaire Dominique Pellicot, assez longue, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs pour avoir un rappel des faits et de voir aussi la vidéo originelle qui a permis l'arrestation de Dominique Pellicot. Et là, dans un deuxième temps, on va voir quelque chose qui peut être intéressant à regarder. On va avoir ce qui a été les paroles rapportées de l'avocat de la défense. Donc on va voir évidemment un avocat de la défense. Alors là, il y en a plusieurs, vu qu'il y a une cinquantaine d'accusés, il y en a plusieurs. On peut évidemment se demander quelles stratégies peuvent être utilisées par des avocats de la défense dans des circonstances pareilles, parce que là, on est sur quelque chose d'assez énorme, quand même. Là, on est sur 50 personnes identifiées ayant agressé Madame Pellicot dans son sommeil, ou en tout cas lorsqu'elle était complètement droguée, le tout organisé par son mari avec qui ils étaient mariés pendant 50 ans. Enfin, on est vraiment à Glauqueland, voilà, bref. On va éviter de faire des jugements moraux, mais voilà, c'est quand même assez compliqué. Bon, petite intro et on regarde ça. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va s'écouter un peu les paroles rapportées du coup d'un des avocats de la défense. C'est parti, parce que sachez que ça a fait beaucoup de bruit, a priori, de ce que je vois, parce que il y a eu une ambiance assez dure, en fait, lorsque cet avocat de la défense est arrivé. Je crois qu'il a employé un ton, des mots difficiles, et a beaucoup secoué la plaignante, finalement, Madame Pellicot. Oui, exactement. On a vraiment vécu une après-midi d'audience hallucinante, presque parfois scandaleuse, avec une femme au centre, à la barre, Gisèle Pellicot, qui s'est retrouvée malmenée par certains avocats de la défense qui lui ont littéralement, pour certains, pas tous, mais pour certains, crié dessus. Gisèle Pellicot, elle avait commencé dans l'après-midi à prendre la parole vivement. On la sentait en colère, elle avait envie de s'expliquer, de remettre les choses au clair quand elle a parlé des viols, des dizaines de viols qu'elle a subis. À aucun moment je n'ai donné mon consentement, dit-elle vivement. À quel moment un homme décide pour sa femme? On rentre dans la chambre, on voit une femme endormie et on fait ce que dit le mari. Ils ont quoi à la place du cerveau, s'interroge Gisèle Pellicot. Ce sont des dégénérés ou pas? Ensuite, il y avait eu déjà un premier échange très vif avec un avocat, celui qui avait dit la semaine dernière, il y a viol et viol. Gisèle Pellicot, elle est interrogée sur cette phrase qu'elle juge abjecte. Et si c'était sa fille, dit-elle, et si c'était sa mère? Il n'y a pas deux formes de viol possibles. Un viol est un viol. L'avocat... Alors ça, voilà, c'est ce que je dis assez souvent, même parfois avec des contradictions. C'est jamais facile, évidemment, quand on se place, en fait, avec de la hauteur par rapport à des faits, et quand on se place sur du personnel, sur ces mêmes faits. C'est ce que je dis toujours. Évidemment, l'excuse de si ça arrivait à ta fille, ou à ta mère, ou à ton fils, ou que sais-je, évidemment que la perspective ne serait pas la même, et c'est bien normal. C'est d'ailleurs pour ça que la justice fait en sorte que ce soit jamais la famille qui juge ou les proches qui jugent, parce que sinon évidemment, on serait tous quelle en serait l'issue. Bien évidemment que ça se passe pas comme ça. Et c'est volontaire. Ce n'est pas, là en l'occurrence, pour les avocats, ce n'est pas leur fille, ce n'est pas leur mère. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour aider à avoir du recul face à une situation. Quand quelque chose t'arrive personnellement, tu ne peux pas avoir de recul sur cette situation. Ou alors extrêmement difficilement. Mais donc effectivement, cet argument qui est souvent employé est rarement le bon, puisque effectivement, quand c'est personnel, ça touche autre chose. Tout ton émotionnel explose lorsque ça devient personnel. Ça, c'est le premier point. D'autant que on peut rétorquer la même chose, tu vois. Si le camp d'en face pourrait utiliser les mêmes arguments. Tu dis, et si c'était ton fils qui était sur le banc des accusés, qu'est-ce que tu dirais? En fait, on s'en sort jamais à aller accuser les enfants fictifs de chacun. On s'en sort jamais parce qu'à la fin, finalement, tout le monde voudra prendre le parti de son enfant, peu importe sa position dans l'affaire, tu vois. Donc voilà. Mais bon. Là, je crois que c'est des mots qui avaient été prononcés par Madame Pellicot, si je dis pas de bêtises. Évidemment, je lui en tiens pas... Enfin, je la respecte énormément sur le courage qu'elle a, donc je veux même pas dire... J'allais dire je lui en tiens pas rigueur, je veux pas me permettre de dire ça. J'irai pas jusque-là, mais bien évidemment, un respect infini. Mais donc, si c'est elle qui a tenu ses propos, je la comprends complètement. Je veux dire, c'est la plaignante centrale. Il y a des vidéos de ce qui lui est arrivé, voilà. Mais j'en profitais pour rebondir sur ce type d'argument qui est utilisé par beaucoup de gens. Et évidemment, je dis pas ça par rapport à cette femme. Qui a piqué au vif était venu lui aussi à la barre prendre le micro, lui poser quelques questions. Le ton était clairement monté. On entendait des cris dans la salle. L'ambiance était, vous le disiez, tout à fait électrique. Mélanie Bertrand, c'est un avocat de la défense qui a électrisé l'atmosphère, justement.
Oui, un avocat qui, après que la Cour ait diffusé une vingtaine de photos de Gisèle Pelicot nue dans des positions sexuelles, des photos sensibles qu'elle dit, elle dit à propos de ces photos qu'elles ont été toutes prises à son insu. Un avocat lui demande, Madame, vous êtes exhibitionniste, et là, clairement, Gisèle Pelicot, elle ne l'a pas supporté. C'est dégradant et humiliant, votre réponse. Non, je ne suis pas, je suis en train de me justifier, et je comprends que les femmes ne portent pas viol parce que dans un procès, on leur fait leur grand Ne porte pas plainte, hein, je pense que vous voulez dire. déballage. À ce moment-là, une autre avocate s'est mise à lui crier dessus. Un brouhaha clairement indigne d'une salle d'audience, et personne ne réagissait dans la cour criminelle. Un moment qui a clairement fait froid dans le dos à toute la salle d'audience. Voilà, alors on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe et on va commenter en même temps. Alors déjà dans un premier temps, effectivement, là on a pu entendre des choses assez choquantes, hein, notamment qu'ils ont diffusé des photos d'elle dénudée devant tout le monde, hein, finalement, devant toute la cour, toute l'audience, tout le tribunal. Évidemment, il y a eu des questions compliquées qui lui ont été posées, qui peuvent paraître dégradantes, etc. Voilà. Bon, maintenant, je sais que ça va en choquer certains. C'est le principe du contradictoire. Là, la défense, qu'est-ce qu'elle fait, l'avocat de la défense, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, que font les avocats de la défense? Ils cherchent finalement des failles aux versions qu'on a déjà. C'est-à-dire que, ok, ils savent que les versions pour l'instant qu'on a, c'est que leurs clients ont fait des choses horribles, et c'est tout. Là, ce qu'ils vont essayer de fouiller, c'est voir si on peut pas nuancer ce propos, si on peut pas voir des failles. Ça peut paraître terrible, mais c'est le principe du contradictoire. C'est le principe même de comment est-ce qu'on peut tenter d'arriver à une version satisfaisante, même si je pense que, vu que c'est que un peu des choses un peu romantisées, on va être beaucoup sur des mots, etc., ça va être compliqué de trouver une version parfaite. Bon là, en l'occurrence, il y a des vidéos, donc c'est plus simple, mais de trouver une version véritable, c'est très compliqué. Mais un des moyens d'espérer ou de chercher un petit peu une bonne version, c'est d'aller chercher toutes les versions possibles et de les confronter aux différentes personnes qui sont impliquées dans ce tribunal. Donc effectivement, ça va passer par des questions compliquées, par des présentations compliquées, mais c'est le seul moyen de détacher d'espérer viser une véritable version, même si moi je pense que c'est loin d'être suffisant pour détacher une vraie version. Mais quoi qu'il en soit, c'est important à faire. Là, en l'occurrence, ça nous semble un peu compliqué, parce que comme il y a des vidéos par centaines, on se dit, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller plus loin? Eh bien oui, les avocats vont chercher quand même à voir ce qu'on ne voit pas dans ces vidéos, à voir ce qu'on ne ressent pas, ce qu'on ne pressent pas, et peut-être mettre le doigt sur quelque chose. C'est le principe du contradictoire. Je rappelle que c'est une cour d'assises, on est sur quelque chose de criminel. Comme on est sur quelque chose de criminel, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une plaignante ou un plaignant qui a sûrement subi quelque chose de terrible, et ça veut aussi dire qu'il y a des accusés qui sont accusés de quelque chose de terrible. Et donc, quand on se place du point de vue du plaignant, on a compris le problème. Quand on se place du point de vue des accusés, c'est que eux, ils risquent très gros. Donc quand tu risques très gros, effectivement, c'est normal qu'on cherche à voir si tu mérites vraiment de prendre du très gros. Alors là, ça va vous choquer parce qu'on a des vidéos, parce qu'on a machin. Moi, je dis ça d'une manière générale. Ça, c'est ce qu'on applique généralement, parce que généralement, on n'a pas 3000 vidéos de l'acte. Là, on les a, mais habituellement, non. Donc habituellement, effectivement, il faut à minima se questionner, parce que sinon tout le monde se ferait condamner sans réflexion. Là, au moins, ou même acquitté sans réflexion. Mais quoi qu'il en soit, là au moins il y a une recherche de vérité. Je m'étonnerais qu'on la trouve aussi facilement, mais en tout cas, ça va permettre de nuancer les choses, et par nuance, j'entends pas excuser, j'entends essayer de se rapprocher, tant que faire se peut, d'une vérité plausible. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et je rappelle que du coup, un accusé où il n'y a pas 10 milliards de vidéos, etc., effectivement, lui, il espère aussi qu'il va y avoir ça, parce que si jamais il est innocent, eh bien, c'est aussi une des manières de peut-être lui éviter une erreur judiciaire. Donc le contradictoire est extrêmement important, même si c'est sûr que ça peut choquer. Alors on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Ils vont tenter de la salir comme si elle n'avait pas été assez salie, c'est monstrueux, on peut défendre un truand en tant qu'avocat, c'est le job, mais un peu de dignité tout de même, c'est une époque de charognard. Bah là, les gars, c'est vraiment le job de l'avocat, et le jour où ça vous arrive, vous serez bien heureux d'avoir quelqu'un qui prenne votre défense le plus possible, et qui n'hésite pas même à salir un petit peu dans ses propos pour essayer de dégager peut-être une vérité qu'on ne voyait pas jusque-là. Là, ici, dans cette affaire, c'est forcément compliqué du fait de ces vidéos. Mais justement, les avocats essayent d'aller un peu au-delà de ces vidéos. De toute façon, je vais vous dire, je serais très étonné que les 50 personnes soient acquittées. Je serais très étonné. En pronostic, je pense que voilà, il y en a un qui va un peu pour l'exemple, il va prendre le maximum.
T'en as quelques autres qui vont prendre très cher, à mon avis, mais après, oui, il y en aura beaucoup qui prendront, je pense, des plus petites peines. Du fait de leur nombre, en fait. Ils sont tellement nombreux que je suis même pas sûr qu'il y ait autant de places d'un coup disponibles comme ça. Enfin bref, là c'est que de la spéculation, c'est pas très intéressant. Je sais que quand t'es avocat, tu jures de défendre tout le monde, blablabla, ok, mais j'aimerais juste savoir une chose, comment font certains d'entre eux pour dormir sereinement la nuit? Comment fait-ce ou cet avocat, on comprend rien les gens quand vous écrivez, ou cette avocate en question pour ne pas se faire bouffer par la honte de sa plaidoirie? Bah non, dans ce cas-là, faut pas faire avocat, hein. Franchement, si t'arrives pas à dormir parce que tu dois secouer le parti d'en face pour essayer de défendre le tien, tu peux pas faire avocat, hein, ça c'est sûr. Si t'arrives pas à dormir pour ça, t'as bien fait de pas le faire en vrai comme métier. Les 51 accusés sont des porcs, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi certains de leurs avocats, dont l'auteur de la citation « Il y a V et V ». Or, un V est un V, avec parfois des circonstances aggravantes, par exemple avec un mineur, acte de barbarie, mais jamais atteignante. Bah, disons que finalement, s'il y a circonstances aggravantes, s'il n'y a pas ces circonstances... Enfin, s'il y a des circonstances aggravantes, ça veut dire que si tu n'as pas fait ces circonstances aggravantes, tu es dans quelque chose qui t'atténue par rapport à l'aggravant. Il y a toujours, de toute façon, il faut se poser une question simple, hein, pour n'importe quel délit ou n'importe quel crime, les peines sont personnalisées. Donc évidemment qu'il y a un jugement après au cas par cas qui fait que ça peut atténuer ou aggraver. C'est toujours comme ça, hein, pour n'importe quoi, hein. En fait, même si elle avait été libertine, ça ne justifierait pas les V subis. Bah, ça, évidemment, ça c'est clair, bien évidemment. Attendez là, non seulement elle doit vivre avec le fait que son mari l'a prostituée, elle doit découvrir le visage et les actes commis par ses plus de 50 gros porcs, et en plus, on est virulent avec elle, mais on est où là? Bah on est où? On est au tribunal, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein. Sinon il suffirait d'accuser quelqu'un, et bon là, je parle de manière générale, parce que cette affaire est malheureusement très, très précise, hein, dans ce qu'il y a eu en termes de vidéos, etc. De manière générale, si on faisait pas ça, il suffirait d'accuser quelqu'un. Et si on peut pas poser des questions aux parties d'en face, le principe du contradictoire, et ben voilà, il y aurait même pas besoin d'avoir de tribunal, hein. Il suffirait de pointer du doigt et hop, guillotine, quoi. On peut lire les retranscriptions via quelques journalistes sur Twitter, ça donnait déjà la gerbe, mais savoir qu'en plus ses avocats lui criaient dessus, mais on est où? L'inversion accusatoire à son paroxysme, ce serait de Palma... C'est pas l'inversion accusatoire, hein. C'est absolument pas ça, hein. C'est vraiment le principe du contradictoire, hein. Alors après, oui, je sais pas, hein, si les avocats lui ont crié dessus, bon, je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas quelle était la stratégie. Effectivement, est-ce que c'est bien nécessaire de crier? Ça, je ne sais pas. Peut-être que c'était aussi justement pour avoir une réponse un peu de la part de la plaignante, une réponse qui sort un peu des tripes, peut-être, pour espérer trouver quelque chose. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que le rôle de l'avocat, c'est de faire au mieux pour défendre, peu importe le côté duquel il est, pour défendre son client. Et du coup, il doit parfois employer des moyens qui peuvent choquer, effectivement. Au-delà, tiens, ça me fait penser à quelque chose, c'est, vous savez, il y a eu l'affaire d'Outreau, là, je sais plus quand, il y a longtemps, là. C'est l'avocat Dupond-Moretti, alors à vérifier, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais Dupond-Moretti, lui, il avait carrément posé des questions aux enfants, de très jeunes enfants, il avait posé des questions obscènes, absolument obscènes, hein. Il leur avait demandé, ouais, alors, il paraît qu'il t'est arrivé... il paraît qu'il y a 2 chevaux qui t'ont monté dessus, quoi. Enfin, c'est des questions comme ça, tu vois. J'exagère peut-être un peu, mais c'était ça, avec des histoires d'animaux de ferme, etc. Et alors, vous voyez ça paraît extrêmement choquant, parce qu'en plus, à l'époque de l'affaire d'Outreau, il y avait énormément de gens qui étaient absolument, je sais pas comment ils faisaient d'ailleurs, mais qui étaient absolument certains que tous les accusés étaient coupables, hein. Et du coup, ils entendent un avocat qui, en plus, va voir les gamins qui auraient vécu des trucs abominables, poser ces questions-là. C'est absolument dégueulasse, c'est absolument choquant. Sauf que, heureusement qu'il a posé ces questions. Parce que qu'est-ce qu'il a démontré en faisant ça? Il a démontré l'absurdité de la chose. Parce qu'en gros, alors j'ai plus tout le détail en tête, mais en gros, il posait les questions aux gamins, en disant alors il paraît qu'il y a eu, bon, vous imaginez quoi, avec un cheval, et après il dit d'accord, et alors comme ça, il n'y a eu aucune blessure, aucune douleur, rien. Et là, qu'est-ce qu'il sous-entendait? Il sous-entendait que, mon gars, si quand t'es tout gamin, il y a un cheval qui décide de te faire ce que tu peux imaginer, a priori, il va y avoir des marques. Et là, il n'y en avait pas. Donc en fait, Dupond-Moretti, en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, par l'absurde, démontré que les arguments tenaient pas debout, ou en tout cas, les faits ne tenaient pas debout. Et ça a permis de libérer des gens. Alors, après, certains pensent encore que les gens libérés étaient coupables. Bon, officiellement, les gens reconnaissent plus ou moins qu'ils sont innocents, en tout cas au moins pour la plupart de ceux qui ont été libérés.
S'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'ils n'auraient pas été libérés. Donc un avocat doit bousculer aussi. C'est son métier, pour faire dégager des choses, pour mettre toutes les versions à plat et examiner qu'est-ce qui est plausible et qu'est-ce qui est moins plausible. Au contraire, c'est très important de faire ça. Alors c'est pas de la science, hein, bien sûr, on n'est pas sur quelque chose de scientifique, mais au moins, il faut cette recherche du réel. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment dans un pays de droit ou dans un pays de liberté. Et ça, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas vivre dans un pays de droit ou un pays de liberté, et je peux le comprendre, hein. Mais dans ce cas-là, il faut juste assumer que, voilà, que la liberté et l'état de droit, c'est pas votre truc, quoi. Alors, tac, au-delà du côté des... Alors, je relis la plèbe, hein. Au-delà du côté dégueulasse de cette approche, est-ce vraiment de la stratégie à adopter pour un avocat cherchant à préserver les intérêts d'un client que tout accable? On sent surtout qu'ils n'ont plus que ça pour sauver les meubles. Ah bah, c'est sûr qu'ils doivent pas... Là, les avocats, je pense qu'ils sont un peu ultra sûrs d'eux, là. Pas vous mentir, les avocats de la défense, à mon avis, pour le moment, ils sont un peu mal. Mais même si elle avait été où il y a des problèmes, pour se montrer, il faut être consciente, l'exhibitionnisme serait lié à la soumission. C'est quoi ce combat? Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais je pense que c'est pour l'amener à faire dire quelque chose, ou amener à un récit, ou je sais pas. Mais effectivement, bien évidemment que, même si elle était exhibitionniste ou tout ce que tu veux, c'est en aucun cas une justification. Ça, c'est clair et net, hein. Bref. Et quand bien même elle serait exhibitionniste, échangiste, infidèle, polyamoureuse ou que sais-je encore, ça ne changerait rien au fait que quand elle était comateuse à cause des médicaments qui lui faisaient prendre, ce sont des V. Bien sûr. Non mais ça, bien évidemment, quand elle dit voilà, tu peux être exhibitionniste, échangiste, infidèle, polyamoureuse, ça justifie rien. Je comprends que l'accusé doit être défendu et que c'est une obligation de ses avocats de le défendre, mais il y a des manières de faire et ces avocats sont juste répugnants. Dans ce genre d'affaires, de toute façon, ça risque d'être répugnant ce qui va être dit, hein. Et par contre, j'en conviens, hein, pour la plaignante, si elle a vraiment subi tout ça, ce qui a l'air d'être fort probable, c'est extrêmement difficile, hein, et je pense qu'on peut tous admirer, à minima admirer son courage, hein. Ça, vraiment. J'ai beau me forcer à me dire, à me répéter dans la tête que ces avocats font juste leur boulot et que c'est nécessaire, mais purée, que c'est dur de ne pas les insulter, ces encul... Oh. Bon, bah, comme on le voit, hein, les gens ont encore un petit peu de mal à être pragmatiques, ont encore un petit peu de mal à mûrir dans leur analyse des événements, et je pense que oui, hein, c'est un petit peu la société, on est un peu toujours dans cette société un peu infantilisée, hein, finalement. Je parle, hein, en tout cas dans la réflexion, hein, sûrement que ce sont des gens tout à fait responsables au travail, dans leur vie classique, etc., mais dans la réflexion analytique, je pense qu'on est, il y a encore énormément de gens très très infantiles dans leur psyché, je pense, en tout cas dans l'analyse de faits qui leur sont présentés. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager en commentaire, même si vous n'êtes pas du tout d'accord, vos points de vue et vos opinions. Je prends plaisir à débattre avec vous, à échanger, même si on n'a pas le même avis. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!